Alors voilà, le deuxième thème qui est en rapport, c'est le fameux, c'est l'euthanasie. L'euthanasie et les soins palliatifs. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a un petit pays, pas gros, heureusement c'est chez lui que ça se passe, où on voit ce qui est en train de se passer, mais on le voit gros comme une maison. Et ça explique sûrement pourquoi la France met tellement de temps à faire passer l'euthanasie, alors qu'il y a des tas de forces qui veulent la faire passer. C'est la Belgique. Donc 10 millions d'habitants, 4 millions et demi de francophones, et la loi passe en 2002, en même temps que la Hollande. Hein. Donc c'est une loi très précise. Hein. Alors je me rappelle qu'à l'époque, un ami médecin, qui était le mari d'une collègue, me disait « Je suis contre la loi. Nous, voilà comment on fait quand une famille, vraiment la personne est en stade terminal, qu'elle souffre terriblement, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas encore tous ces médicaments aussi précis, ben, on prend une décision avec la famille d'une sédation finale qui, en poussant un petit peu plus la morphine, va l'emmener vers la mort. Mais la loi va être une catastrophe, il me disait. Ça va faire entrer le diable dans la bergerie. Il a raison. Regardez ce qui s'est passé. Donc 2002, il faut, pour demander l'euthanasie, être conscient, adulte et volontaire. Une lettre qu'on a pu écrire avant, mettons 10 ans avant, on dit si je tombe dans le coma d'accident, je veux l'euthanasie, n'est pas valable. Elle est juste une indication. Il faut 3 lettres écrites par la personne actuellement qui demande l'euthanasie en Belgique. C'était ça normalement la loi. Hein. Donc il faut être majeur, etc. Il faut l'avis du médecin, d'un médecin qui ne soit pas le médecin de famille ou un médecin allié, enfin, etc. C'était pensé comme ça. Seulement, il y avait déjà le parti chrétien à l'époque, qui est devenu entre-temps le parti humaniste, hein, c'est significatif, avait dit il faut que ce soit pour une souffrance ultime qu'on n'arrive pas à régler en stade terminal. Et ils ont, le parti donc libéral et le parti socialiste ont fait passer la loi en disant une souffrance physique ou psychique insupportable. Voilà, c'est tout, et la loi passe. Donc des euthanasies commencent à être données, etc. Le temps passe, et voilà ce qui se passe. Par exemple, en 2012, c'est-à-dire 10 ans plus tard, il commence à y avoir des tas de gens qui demandent l'euthanasie comme un prisonnier. Un gars qui est en prison, alors c'est un gars, il avait violé, assassiné, condamné à 25 ans de prison à vie, en prison depuis 26 ans, qui décide de dire « ma souffrance est insupportable, je demande l'euthanasie ». Parce qu'il a rien. Il n'avait rien. Mais il disait « moi je rentre sous la loi ». Puisque c'est une souffrance psychique insupportable, j'ai demandé à être libéré, il était passible d'être une libération conditionnelle, mais personne ne voulait le libérer. Ça devait passer parce que jusqu'ici, tout était passé. Ça veut dire qu'il y avait un comité qui était là pour vérifier en Belgique si la loi était bien appliquée. Il y avait eu des tas de signalements et tout était accepté. En fait, pour une raison simple, c'est que dans le comité éthique qui s'occupait de ça, c'était que des gens pro-euthanasie. Parce qu'en fait, il y avait un combat que je vais expliquer, tu vois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Alors, là, il y avait un problème. C'était quand même l'idée qu'on avait supprimé la peine de mort. En Belgique comme en France. Parce que Belgique, Wallonie et France, c'est le même combat, hein, c'est la même mentalité. Elle a connu la Seconde Guerre mondiale, c'est la même chose. Donc c'est le seul cas où l'euthanasie a été refusée. Voilà, c'est le seul. Et la fameuse loi qui au départ demandait, donc comme je vous ai dit, 3 lettres, etc., voilà comment elle est appliquée. En 2013, euthanasie d'un transsexuel. C'est-à-dire le monsieur voulait devenir une femme, il est opéré, l'opération se passe mal, ça n'a rien réglé comme problème psychique, parce que cette histoire aussi d'opération transsexuelle, souvent c'est un problème vraiment de souffrance physique, psychique, mais c'est pas en faisant une apparence de sexe de l'autre sexe, ça va les régler. Donc il souffrait atrocement, euthanasie, 25 ans, un truc comme ça, euthanasie acceptée, le comité d'éthique n'a rien dit. Vous voyez? Et alors, il s'est mis à se multiplier, euthanasie de couple, un couple par exemple, qui avait 65 ans, qui en avait marre. Ils décident de mourir ensemble. C'est envoyé au comité d'éthique après, hein, parce que le comité d'éthique n'avait pas à avoir ces euthanasies avant. C'est après pour voir si ils avaient bien écrit leurs 3 lettres, accepté, pas de problème. C'est l'abattage, quoi. Aucun cas n'a été refusé. Aucun. Même des gens qui n'étaient pas malades. Le stade terminal, passé à l'as. Alors ça continue. Regardez. On est en 2013. 2013, il y avait des cas mais qui ne se posaient pas. Les psychiatres disaient, j'en ai jamais vu ça. Des cas d'enfants. D'enfants, donc cancer, stade terminal, etc. Les politiques s'emparent de l'affaire et pof, la loi passe, sans problème. Donc maintenant, 2014, euthanasie des mineurs, est-ce qu'il y a un âge qui est fixé, minimum? Non, pas d'âge fixé. Ça veut dire qu'un nourrisson de 3 ans doit pouvoir écrire ses 3 lettres, je suppose. C'est comme ça.
Alors, évidemment, là, les psychologues commencent à s'inquiéter, à se dire, mais on n'a jamais eu, nous, des enfants qui, même dans des souffrances terribles, avec les soins qu'on leur donnait, avaient demandé l'euthanasie. Donc pourquoi vous votez cette loi-là? En fait, il y avait comme une dégradation. C'est parce que dans les hôpitaux, certains qui étaient militants le pratiquaient, exactement comme tu disais tout à l'heure, ça veut dire qu'en fait, on avait ouvert une porte de la mort, et quand des cas n'entraient pas dans la loi, comme par exemple une petite dame qui est en stade terminal, mais elle n'a pas écrit ses 3 lettres, mais elle souffre, sa vie est indigne, ben discrètement, on l'euthanasiait cette fois. Alors on sortait de la loi, mais on ne le signalait pas. Donc en Belgique, les euthanasies, comme il y a en France, comme je disais tout à l'heure, avec les médecins qui décident, malgré la loi, se sont multipliées. On estime qu'il y a peut-être 14 000 euthanasies par an en Belgique, mais il y a peut-être le double qui sont faites comme en France, c'est-à-dire par le médecin de famille, etc. Les gens qui viennent d'ailleurs aussi. Alors des gens qui viennent d'ailleurs, ça commence à venir. Et alors, regardez la suite, pour vous montrer jusqu'où ça va. Donc les enfants, 2017. En Belgique, il y a un ordre religieux pontifical qui s'appelle les Frères de la Charité. Ce sont des catholiques. C'est l'ordre qui s'occupe de tous les hôpitaux psychiatriques de Belgique, en Flandre en tout cas. Et cet ordre-là, il y a des vieux religieux, il n'y a pas eu beaucoup de vocation, il faut comprendre, ils sont âgés, mais il y a un comité, ce qu'on appelle un pouvoir organisateur, qui s'est mis avec des chrétiens qui ont pris, donc qui organisent les choses. Donc tous les hôpitaux psychiatriques en Belgique sont tenus par en particulier un homme politique connu en Belgique. Il décide d'euthanasier des malades mentaux. Pas tous, hein, mais des malades mentaux. Évidemment, la loi, il faut 3 lettres, etc. Donc des malades mentaux, on se demande comment ils vont les écrire. Donc là, quand même, le supérieur, qui s'appelle le frère René Stockmann, qui est à Rome, c'est un ordre pontifical, hein, s'inquiète. Il dit, mais c'est quoi? Jamais dans un hôpital catholique on va pratiquer ça. Il prévient, il secoue, il fait un scandale de tous les côtés. Il arrive à prévenir le cardinal préfet de Rome, le pape François, qui écrit une lettre en disant, renoncez à ça. Dans les hôpitaux catholiques, il n'y aura pas d'euthanasie, c'est pas notre truc, ce sera les soins palliatifs. Mais pas d'euthanasie. Vous savez ce qu'ils leur ont répondu? La réponse est venue, hein, parce que le pape est idéologique et hérétique parce qu'il n'existe d'absolu que Dieu. Or, le pape absolutise la vie. Voilà, un ordre catholique. Et alors là, évidemment, pour le moment, on n'entend plus parler, parce que faire? En fait, il s'est simplement passé ceci. Dans les instances catholiques et écoles catholiques, qui sont organisées en Belgique, donc avec vraiment des pouvoirs organisateurs, dans les hôpitaux catholiques, les religieux disparaissant, et puis eux-mêmes n'étant pas toujours forcément très mystiques, se sont introduits des gens qui se disent chrétiens, qui sont en fait des humanistes. L'humanisme, hein, on voit bien ce que c'est la pensée actuelle de l'Europe, et qui se sont emparés de ces pouvoirs organisateurs. Et là, si le pape réagit trop durement, ces hôpitaux vont quitter l'Église, vont quitter carrément, il va y avoir un schisme. On en est là. De toute façon, c'est carrément antéchrist complète. Ceux qui sont incrustés comme ça, c'est pas des catholiques. Alors en fait, non. Sincèrement, ils se croient catholiques. Mais justement, c'est là dont je voudrais parler par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en 12 ans? En fait, l'État, même en France, hein, la pression sans arrêt pour que la loi sur l'euthanasie passe vient de quelque chose de précis, à mon avis, qu'il faut discerner. En fait, toi, tu disais tout à l'heure, ça vient de l'organisation de la franc-maçonnerie. Moi, j'ai une autre théorie qui est beaucoup moins complotiste et qui est beaucoup plus réaliste. Regarde ce que tu en penses. C'est qu'en fait, on a déjà connu ça. Le livre de la sagesse, au chapitre 2, il en parle de ça. Il dit ceci. Il y a des hommes qui appellent la mort du geste et du doigt. Ces hommes-là, voilà comment ils pensent. Ils disent « Personne n'est jamais revenu de l'autre monde. Une vie après la mort, y en a-t-il une? Qui peut le dire? L'Hadès, on n'a jamais vu personne en parler. Nous sommes sans doute nés du hasard, après quoi nous serons comme si nous n'avions pas existé. C'est comme une fumée, le souffle de nos narines, etc. » Voilà. À la base, il y a donc cette pensée qui se croit sincèrement chrétienne, mais qui est en fait, qui n'est plus croyante, qui fait de Jésus-Christ, dans ce christianisme-là, qui fait de Jésus-Christ une sorte d'homme moral, de sorte ce Socrate qui est venu. Mais pourtant, ce sont des chrétiens. Mais regarde les conséquences de ça. La conséquence, elle est racontée. Puisqu'il n'y a pas de vie après la mort, puisqu'on n'en sait rien en tout cas, venez, profitons des biens présents tant que nous sommes jeunes. Car voici venir les temps où nous n'en profiterons pas. Cueillons la fleur de la vie, couronnons-nous des boutons de rose avant qu'ils ne se fanent. Carpe diem. Le fameux film, là, tu te rappelles, Carpe diem, avec... c'était... Il était bien, ce Oui. film-là. C'était qui le fameux acteur, là?
Oui, oui. Donc, en tout cas, le poème de Ronsard, Cueillons la rose aussi, ça vient de là. En fait, ça vient de ce livre de la sagesse. Tu vois la cohérence, c'est normal. Mettons-nous à la place. S'il n'y a rien, qu'on est là sur Terre que 80 ans, et après c'est le néant, l'humanisme, ça consiste à pas s'embêter, il faut profiter du bonheur tant qu'on est jeune. Et ça se comprend. On ne peut pas dire qu'il y a un complot. Il y a une logique de la pensée. Une logique parce que, de toute façon, tout se termine dans le néant, à quoi ça sert de s'embêter? Et en conséquence, quand on considère une personne qui est malade, qui est en stade terminal ou qui souffre beaucoup, en quoi va consister l'humanisme? À l'empêcher de souffrir. Ouais, c'est ça. Donc, l'euthanasier. Ouais. En fait, il s'est passé ceci, très simplement. Il y avait une métaphysique chrétienne en Occident qui pensait que la vie terrestre préparait une vie après la mort. Et ça influençait, je l'ai dit, toute cette petite chose-là, qui est la 4e dimension de l'être humain, influençait tout le reste, comme une cascade de champagne dans un mariage, jusqu'au corps. Ça influençait. On supprime la tête, c'est-à-dire que les partis chrétiens deviennent humanistes et disent le christianisme, c'est l'humanisme. Être humaniste, c'est être chrétien. Le Christ est venu prêcher quoi? La démocratie, la tolérance, point. Et ceux qui parlent de la vie après la mort sont des fanatiques illuminés. Si on dit ça, alors, dans ce cas-là, effectivement, la tolérance, le bonheur, c'est de profiter de la vie. Et quand on souffre atrocement, c'est de favoriser que les gens puissent, s'ils le veulent, librement, c'est leur liberté, partir. Ouais. Voilà, tu vois, pas de complot. Ouais, dans ce cas-là, oui, mais oui. La réalité, elle est autre. Pour moi, c'est vrai que comme, en pensant comme ça, on passe à côté de la théorie du complot, mais la réalité, on voit ce qui se passe quand même, il y a des trucs qui se passent. Il y a des gens qui organisent ça, évidemment, mais c'est pas ça. C'est le peuple lui-même qui croit à ça. C'est-à-dire, Oui, mais le peuple, il est gouverné. Voilà, Il c'est a ça. pas... oui, mais il a des convictions. C'est-à-dire qu'il y a une génération qui sincèrement est persuadée que ce qui compte, c'est d'être heureux sur Terre. Oui, Ouais, c'est vrai. bien sûr, ça, on est d'accord. Ceci dit, en haut, il nous amène de plus en plus à penser comme ça. Je pense que les artistes le croient sincèrement, puis en même temps, ils n'y croient pas. C'est-à-dire que, finalement, Il y a plein de gens qui sont de bonne foi par rapport à leur pensée. Oui, puis il y a une partie, pas d'hypocrisie, je dirais pas ça, parce qu'on en voit trop, mais une partie de jeu social. C'est-à-dire, je suis le mouvement. C'est-à-dire que, moi, je vois pas un complot. Regardez, les artistes, par exemple. Le grand truc des artistes, c'est de dire, la religion, on ricane, sauf évidemment l'islam, parce que c'est dangereux, mais on ricane, l'église, c'est l'inquisition et tout ça. Mais quand ils perdent un proche, ces mêmes artistes, ils sont là en train de dire, là où il est, il doit penser à nous. En réalité, l'être humain est divisé. C'est-à-dire qu'il y a une apparence sociale où on est tous matérialistes, et ça va bien, on n'a pas besoin de tous ces trucs-là. Et puis il y a le cœur quand on boit autour d'un verre et qu'on discute. L'être humain est comme ça. Donc il n'y a pas de complot, il y a beaucoup de lâcheté, il y a le politiquement correct, il y a effectivement des forces politiques qui le veulent parce que c'est humaniste. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que ça se dégrade. Ça veut dire que ce qui était au départ, donc une intention, je donne l'euthanasie à des gens libres qui le veulent parce que je respecte leur liberté, devient maintenant une euthanasie des personnes handicapées. Ce qu'avait fait qui? Voilà. Sauf que les personnes vont protester. Ils vont dire, mais non, Hitler le faisait pour la race. Nous, on le fait par humanité. Oui, mais ça revient au même matériellement. On est en train d'éliminer des handicapés. Or, un handicapé, un malade mental dans un hôpital, c'est tellement simple de lui dire... Ça va plus loin que ça, hein, parce que, je veux dire, le dépistage de la trisomie 21... Eugénisme, voilà. On n'a plus de trisomie 21 Tout à fait. l'heure actuelle. Hein. Tout à fait. En plus, avec le dépistage qui est fait avant les 3 mois de grossesse, donc vous pouvez avoir un avortement, même pas thérapeutique, hein, Oui. physique. Je veux dire, des trisomiques, il n'y en est plus, quoi. Il n'y en aura plus. Ça veut dire qu'en fait, ce qui tenait cette pensée de respect de la vie, de sa conception à sa mort, a été détruit. Et donc le principe, la lumière étant détruite, une autre lumière se met qui s'appelle, profiter de la vie tant qu'on est jeune. Et ceux qui pensent autrement, parce qu'il y a un 3e acte dans ce livre de la sagesse, ceux qui disent par exemple, mais non, par exemple, on va dire, on croit en l'âme humaine, donc il faut, par exemple, sa grand-mère, l'aider à vivre ses derniers jours et ne pas l'entraîner vers la mort. Il faut l'entourer d'amitié, lui parler de la mort éventuellement pour la préparer, mais certainement pas l'appliquer. Ceux-là sont traités parfois de criminels, de cruels, parce qu'on ne ferait pas ça à un chien. Sa vie est indigne, etc. Et donc on voit qu'en fait, cette valeur entre en opposition directe avec les anciennes valeurs chrétiennes, et le texte le dit, « Tendons des pièges au juste, parce qu'il nous gêne, et sa simple présence nous est un reproche vivant. »
Regardez ce qui s'est passé quand le pape Jean-Paul II, par exemple, allait en Afrique et qu'il disait aux Africains, il faut être fidèle. C'est ça qui rend heureux dans le couple. Et que Léon Schwarzenberg, professeur, ministre en France, fait un procès pour crime contre l'humanité, parce que soi-disant, il avait interdit le préservatif en Afrique, il n'en avait même pas parlé. Persécutons le juste, c'est-à-dire que la présence de ce pape qui parlait comme il le pouvait de valeurs qui touchent la dimension spirituelle et mystique de l'homme, énerve la dimension du plaisir sensible, donc on l'attaque, mais profondément, en fait, en discutant en privé, les gens entendaient bien Jean-Paul II. La dimension spirituelle, elle n'était pas absente. Hein. La génération qui hurlait sur l'Église avec l'histoire du préservatif et du sida, c'est une génération qui entendait le message dans le cœur, mais c'était caché. Alors, vous voyez, donc tout craque comme ça. Du coup, les soins palliatifs sont négligés. Mais du coup, il y a aussi ça, c'est qu'on fragilise, on met en danger les patients. Je disais tout à l'heure, si on met une loi sur l'euthanasie, ça passe donc du droit de mourir dans la dignité, peu à peu à mourir dans la dignité parce que ta vie est indigne, à peu le devoir de mourir parce que tu es un peu pesant. Et ça se fait insensiblement, mais en 15 ans en Belgique, on le voit arriver. Donc, à la fin, en fait, les malades vont gêner. Ça sera en gros, vu qu'on n'en a plus rien à faire, on ne croit plus en rien, et donc du coup, le malade, lui, il sert à rien, il est gênant. Alors, on n'en est pas là. Si quelqu'un entendait ton discours, il dirait mais on n'est pas là, on se dévoue pour les malades et c'est par amour pour eux qu'on leur propose l'euthanasie. Mais non, c'est l'étape suivante. C'est-à-dire l'étape que tu dis, elle va venir. Elle va venir. Elle n'est pas là, mais elle va venir si on n'arrête pas ça. C'est pour ça que c'est important que la Belgique ait fait cette espèce de laboratoire où les gens regardent la Belgique comme ça de l'extérieur en se disant mais qu'est-ce qui se passe ? Pour que, peut-être, c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de complot. Certains intellectuels en France, certains hommes politiques ne veulent pas de ça. Donc ils renaclent derrière l'euthanasie. Ils veulent garder la loi de Leonetti, parce qu'elle est plus équilibrée. Bah là, on est dans les états généraux. Hein, oui, c'est-à-dire que voilà, jusqu'au moment où l'élection fait passer un homme politique qui n'a pas ce sens-là, et puis ça passe. En fait, c'est comme une force qui entraîne vers tout ça, parce que la racine, c'est l'humanisme sans Dieu. Et donc, les conséquences vont se mettre en place. C'est la mort. Voilà, ils appellent la mort du doigt et de la main. Moi, un jour, j'ai réfléchi un peu loin, comme ça, pour voir un peu comme ça, dans le sens où ça allait, là. Je me suis posé la question, à un moment donné, vu que les riches sont de plus en plus riches, ils sont presque pas, ils sont très peu nombreux, hein, les gros riches. À un moment donné, ils avaient besoin de nous pour faire toute la merde, on va dire, donc cultiver et compagnie. Et maintenant, vu que les robots sont en train de prendre toute la place, je me demande si à un moment donné, quand ils vont vraiment avoir vraiment besoin du tout, quoi, que en gros tout sera bien organisé par les machines et tout, est-ce qu'ils vont pas faire en sorte Moi je crois pas. C'est autre chose. Non, mais avec des manières, si tu veux, avec des manières ça serait un peu détournées, mais essayer de le peuple. Ça serait une autre étape. Si ça arrivait une chose comme ça, ce serait l'humanisme lui-même qui serait mort. Et ça peut arriver que l'humanisme meure, parce que regarde, c'est comme si à un moment donné Tu peux pas te poser une question comme ça en ayant 6 enfants. Des fois, si, parce que moi j'aime bien réfléchir loin, et quand tu regardes comment ça s'organise, il faut regarder comment ça évolue depuis avant. Mais ça peut arriver. À quelle vitesse ça va. Parce que tu regardes depuis le moteur à explosion, comment l'homme de Néandertal, il date depuis des milliards d'années, et depuis, ça fait 200 ans que le moteur à explosion existe, et regarde l'évolution qu'il y a. Maintenant, tu es avec ton téléphone portable, tu as tout dedans, tu peux téléphoner à un ami qui est à l'autre bout de la planète, quoi. Je veux dire, c'est... Ah oui, c'est sûr. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que je viens de regarder une émission sur l'intelligence artificielle. C'est violent. Sauf que c'est pas des intelligences, c'est des... Oui, c'est incroyable ce qu'ils font. Ah oui, par contre, oui. C'est une intelligence artificielle. Ah, non, Mais qui n'a même pas de sensation. Ah bah non, pas de sens. Parce que moi, je vois qu'à cette heure-ci, en fait, t'as les hommes, on essaye de leur donner pas beaucoup de sous parce qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde, faut pas rêver, à un moment donné, on le sait. Celui qui se dit, mais s'il y a toujours du travail, qui croit pour tout le monde, moi je suis mort de rire. Hein. Parce qu'en vrai, non. Et à cette heure-ci, les machines ont pris la place. À l'époque, au Moyen-Âge, tu regardes les hommes, il y avait du boulot, tout le monde était dans les champs, dans les villages. Tout le monde bossait, en fait, c'était nickel, quoi. Maintenant, la machine, elle fait le boulot de tous les gars du village. Alors, donc, on les a refoutus ailleurs, les gens qui bossent autrement, machin. Mais à cette heure-ci, à un moment donné, ça va évoluer tellement que les machines, elles vont prendre un boulot, hein, elles vont piquer la place. Olivier, moi je répondrais ceci.
Actuellement, le principe est sincèrement humaniste. Sincèrement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir un complot comme quoi... Non, non, ils sont sincèrement, vraiment pour le bien de l'homme, la liberté. D'ailleurs, le problème, c'est pas ça. C'est l'évolution. C'est-à-dire, ce que tu dis peut être crédible, mais pas maintenant. Parce que regarde, on tue celui qui donnait un sens à la dignité de l'homme, c'est-à-dire, j'avais dit ce principe que la vie est sacrée parce qu'elle se prolonge dans l'éternité. Du coup, on remplace par un humanisme être heureux sur Terre. Être heureux sur Terre, ça pourrait vouloir dire faire le bonheur de ceux qu'on aime. Et très vite, ça tombe à avoir du plaisir. Parce que la chair est faible. Et avoir du plaisir, ça veut dire être égoïste. Et là, l'égoïsme pourrait conduire à un individualisme qui se développe de plus en plus, où chacun vit que pour soi. Et il y a des forces qui le veulent. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, c'est un humanisme, simplement, vraiment sincère, qui est en train de se dégrader. En Belgique, on le voit. Tu regardes avant, un exemple tout con. Je te donne un truc basique, bateau, un truc que j'ai vu, moi, à mon niveau. Il y a, on va dire, avant que les téléphones portables arrivent, au tout début des téléphones portables, je me souviens, j'allais dans les salles d'attente, au dentiste ou n'importe où. Tu parlais à ton voisin, quoi, tu te faisais chier. Tu parlais à ton voisin, quoi. Sortais dans la rue, tu faisais chier avec tes potes, t'allais sur l'église et puis tu discutais. Aujourd'hui, tu fais quoi? Et quand tu vas dans une salle d'attente, tu fais quoi? Tu prends ton téléphone. C'est ça. T'as le nez dedans, quoi. C'est fini. Et ton voisin d'à côté, peut-être il a une vie de merde et puis t'en sais rien, puis peut-être tu aurais pu te faire un super pote en fait. Et jamais tu lui parleras et tu sauras jamais rien de sa vie. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, ça. Ça s'est passé hier. Ça s'est passé avant-hier, tu vois. C'était au dentiste, j'ai emmené ma fille, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça se dégrade. C'est pas vieux, ça s'est passé en 10, 12 ans, 15 ans, je sais plus, j'ai pas calculé. Non, on le voit nettement. On voit une dégradation, mais en même temps un renouveau, parce que la génération nouvelle, tu le disais tout à l'heure, qui a vu ça, qui a vu jusqu'où pousse cette génération d'après-guerre, pour des raisons humanistes, est en train de recroire en l'amour, mais n'ayant pas l'enseignement, parce qu'il y a eu une erreur de transmission, donc ils font ce qu'ils peuvent, mais ils n'y arrivent pas, concrètement, et c'est une génération très fragile. Ils Donc, croient en l'amour, les jeunes, et surtout, ils y reviennent, parce que justement, par rapport à ce qui se passe, ils se posent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils se posent beaucoup plus de questions que nous, on pouvait se poser. Tout à fait. Ils ont le sang, nous, on ne se posait pas autant de questions à notre époque, sur l'amour. Eux, avec tout ce qui se passe, ils se posent plein de questions, ils ont envie de revenir à des vraies valeurs profondes, les jeunes de maintenant. Sincèrement, ça, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'on voit... Je ne sais pas encore, parce que moi, là, j'ai des 20 ans, là, en ce moment. Je trouve qu'ils n'ont pas tellement de valeur, quand même. Non, c'est pas des individus qu'il faut regarder, c'est plutôt un grand mouvement d'une partie des générations, où on constate que ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passait il y a exactement, on va dire, 30 ans, c'est-à-dire, 50 ans, 68, ceux qui avaient 70 ans maintenant, où c'était vraiment une recherche de ma liberté individuelle, ma jouissance, ma liberté, ma jouissance, donc Sartre et Freud qui déculpabilisait. C'était vraiment ça à l'époque. Moi, j'ai été, dans mon travail, harcelé par... c'était que des gens de cette époque-là. C'est pour ça peut-être que j'ai une dent contre eux, mais un petit peu. J'analysais. Ils me disaient, les jeunes n'ont aucun intérêt en cours de religion catholique à des sujets comme la vie après la mort. Il faut leur parler de la démocratie, de la tolérance, de la liberté, etc. Je leur dis, mais ça, c'est des sujets qui sont... Oui, puis qui sont des sujets de mai 68, quoi, ça n'a rien à faire. Dire que les jeunes, eux, ils se sont battus pour moi, parce que ces sujets comme la vie après la mort les passionnaient, vraiment. Mais pas que ça, fallait pas exagérer, ils voulaient aussi comment réussir son mariage, des sujets profonds. Et les sujets de cette génération-là étaient complètement... ils le voyaient tout le temps, en plus, en géographie, il n'y a que ça, c'est la grande mode, quoi. Alors on ne va pas arroger de ça en religion catholique. Donc voilà, chaque génération fait son truc, et comme on disait tout à l'heure, la génération suivante, elle est différente dans sa majorité, elle vote différemment, ça n'a plus rien à voir, donc elle fera un monde différent. C'est ça. Peut-être un monde de médias. Ça serait bien, c'est génial. Ou peut-être un monde qui bascule dans l'excès inverse, parce que les excès, c'est comme un arbre qu'on secoue, je le disais, 14 a produit mai 68, mai 68 produira peut-être de nouveau le bagne, je ne sais pas quoi, enfin, c'est... De toute façon, si à un moment donné, ça fait ce que je disais, là, ils feront plutôt péter les jeunes, parce que les jeunes, ils ont une conscience, à un moment donné, ils vont s'en rendre compte. Tout le monde a une conscience. Ouais, mais je veux dire, les jeunes, ils sont... Et surtout... Ils vont voir que c'est la merde, ils vont tout faire péter, comme ils ont fait plusieurs fois avant, et ça continue. On a tous un cœur, on a tous... de toute façon, tout le monde court après la même chose, c'est-à-dire l'amour et
à fait. Et ça ne passera jamais. Ouais, dès mai 68, il y en aura encore, à mon avis. Oui, oui, parce que c'est pas la première fois. Il Hein. y a avant tout des avancées technologiques Voilà. qui font que toute génération est différente, tout simplement. Oui. On ne peut pas comprendre la génération précédente et le futur parce qu'on n'a pas vraiment vécu. Et je crois que Mhm. c'est toujours dur de comprendre ce qu'on n'a pas vécu. Mais je crois qu'il y a toujours des choses positives dans toute forme d'évolution. Voilà. Alors en tout cas, pour reprendre le sujet, retournons. On voit bien que les soins palliatifs, en fait, c'est un problème aussi idéologique. Le fait de mettre des soins palliatifs et non pas l'euthanasie est un problème fondamentalement lié au sens de la vie qu'ont les gens. Et ça, personne ne le dit jamais, personne ne le voit. Ceux qui sont pour les soins palliatifs, c'est parce qu'ils ont un sens que ma grand-mère, je veux l'accompagner jusqu'au bout, je veux lui donner l'amour qu'elle m'a donné, etc. Donc un sens spirituel. C'est pas seulement dois aller au ski. C'est plus que ça. Et d'autre part, le sens aussi de la vie après la mort, à savoir que ces derniers jours valent le coup d'être vécus. S'il n'y a pas de vie après la mort, ces derniers jours ne valent pas le coup d'être vécus. Autant arrêter. Ça ne sert à rien si on va dans le néant que de terminer dans un lit. Donc on voit, il y a eu des tentatives, hein, des philosophes comme le père Marie-Dominique Philippe qui se sont dit, on va redonner leur humanité aux gens par la philosophie toute pure, donc la morale. En fait, ça ne marche pas. Il faut aussi le sens les questions sur le sens de la vie. Il n'y a rien à faire. C'est fondamental. Oui. Et c'est pareil dans notre vie, c'est comme s'il y avait un tout petit arbre, je le disais, on en parle très peu, c'est comment je conçois ma vie, le sens ultime, etc., néant ou pas, et ça influence notre mariage, et ça influence du coup nos angoisses, et ça influence du coup notre santé. C'est incroyable. C'est ça. Et puis, c'est pour ça que les Chinois, comme on disait tout à l'heure, quand tu as compris que tu as déjà un problème là-haut, c'est ce problème-là qui fait qu'ils te font en l'air le reste, tu soignes là-haut, le reste guérit. Oui. C'est vrai. Tout à fait. C'est pour ça que quand on aura compris ça, je pense qu'au niveau de la santé, ils vont faire un sacré pas. Ils font faire un sacré pas. Alors justement, parlons des soins palliatifs. Qu'est-ce qui se passe dans les soins palliatifs ? Les degrés 1 et 2 dont je parlais tout à l'heure sont super bien développés. Une hygiène impeccable, des maladies contre les angoisses, etc. Bien. Mais ce qu'il faut faire là-dedans, c'est mettre un chien, un chat. L'hygiène, à un moment donné, on s'en fiche. Et heureusement, il y a des gens, des infirmières qui s'en rendent compte, qui, elles, ont le sens de ça, parce qu'elles ont un autre métier que le médecin. On s'en fiche, on est en soins palliatifs. On met un chien comme à la maison. Et tant pis pour les microbes. Surtout que ça n'apporte pas spécifiquement des microbes. Oui, c'est des microbes différents. Hein. Ce qui peut être d'ailleurs très positif, dans l'absolu, pourquoi pas. Mais bien sûr. Bien sûr, je crois que c'est important. C'est le gros problème dans les EHPAD. Hein. Quand on met le papy-mamie dans les EHPAD, qui est obligé de laisser son chat. Oui, oui. Moi, ma voisine, c'est sa grande crainte. Mais bien sûr. Je fais placer, qu'est-ce que je fais Eh bien, rien que ce problème-là du chat fait perdre peut-être des années de vie à la pauvre petite dame, parce que c'était ça. C'était... Je dis toujours, je le prendrai, votre chat, Oui, mais il faudrait qu'elle l'ait avec elle, quoi. Mais oui, c'est ça. C'est vrai, c'est génial. Tout à fait. Ce que tu dis, c'est ce qu'il faudrait faire. Bien sûr. Alors, je parle des chiens, des chats. Ils l'ont compris, oui. Vraiment. Je crois qu'il ne faut pas croire. C'est pour ça que je te disais, l'humanisme a des choses excellentes. Le problème, c'est que ça se dégrade. Et quand je dis que ça se dégrade en Belgique, je ne vise pas tous les infirmières et les médecins. Non, c'est certains politiques, c'est certains médecins qui sont militants. Mais les infirmières sur le terrain, elles ne sont pas du tout comme ça. Elles se battent jusqu'au bout. Elles ont même tendance quelquefois à en faire trop avec l'acharnement. Mais vraiment, elles ont dans leur éducation d'infirmière le besoin, y compris de la religion. C'est-à-dire, s'il faut appeler un aumônier, elles l'appellent, elles savent. Donc, c'est pas idiot. Mais ça se dégrade globalement, parce qu'il y a quand même 14 000 euthanasies, sans compter celles qui sont faites en douce, etc. Alors, au niveau souffrance spirituelle, parce que les deux premières sont bien prises la visite de la famille. Et comme on le disait tout à l'heure, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il me semble que pour les soins palliatifs, c'est quand même mieux quand c'est fait chez soi. Ouais, moi, pour moi, Ouais. Je suis d'accord aussi. Voilà. Oui, mais il faut que tout le monde le veuille. Voilà, c'est ça. Et donc, encore une fois, le 4e degré, on en a peur, et donc on fait mourir les siens à l'hôpital. Et c'est une cruauté. Les vrais soins palliatifs, c'est avec sa famille, et avec une infirmière qui passe pour donner les médicaments qu'il faut, etc. Je me dis, est-ce qu'il vaut mieux pas... Enfin, moi, pour mon histoire personnelle, ma mère ne voulait absolument pas garder mon père à la maison. Oui. Parce qu'elle ne voulait pas... Et je me suis dit, je le fais hospitaliser, mais je l'accompagnerai jusqu'au bout. Oui, t'as fait au mieux. Est-ce qu'il faut mieux pas que de le faire à contre-cœur
Tu as fait au mieux, tu fais ce que tu peux. Mais, je veux dire, que de le faire à contre-cœur, je veux dire, ma mère l'aurait pas bien vécu, et peut-être que mon père n'aurait pas été bien, on ne le savait pas parce qu'il était plus conscient, mais je veux dire, et je me dis, peut-être qu'il y a des familles qui ne sont pas capables d'accompagner jusqu'au bout. D'où l'intérêt d'en parler maintenant, tant qu'on est en bonne santé. Ça veut dire qu'en fait... Ouais, mais il y a beaucoup de choses qui changent. Bien sûr. Je veux dire, entre le moment où on dit, je voudrais que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et puis le moment où on devient malade, et puis on change, il y a... Beaucoup de choses changent, mais qui viennent souvent de la famille plutôt que du malade lui-même. Moi, j'ai vu ma mère, elle l'a fait avec sa mère, jusqu'au bout à la maison, et puis aussi avec mon père. Mon père, là, ça c'est une histoire magnifique. C'est-à-dire que je considère que ma mère s'est bien comportée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon père, comme tous les hommes en terrain conquis, avec une femme fidèle, lui parlait mal. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je m'en vais, puisque tu m'as fait ça. Non, je couperai ton compte, etc. Elle est partie 2 ans, il en est tombé malade. Du coup, elle est revenue. Elle n'a jamais abandonné après, parce qu'elle s'est dit, il m'a fait une bonne vie. Et quand il a commencé à avoir des accidents neurologiques, jusqu'au bout à la maison, jusqu'au bout, jamais abandonné, avec des infirmières, des soignantes qui passaient, vraiment, devant la télé, sur son fauteuil roulant, mais jusqu'au bout à la maison, une vraie bonne mort. Comme on fait, c'est-à-dire qu'elle a pris sur elle une femme d'honneur, quoi. Elle a pris sur elle, elle a dit, tant pis, j'aime bien voyager, elle était en pleine forme, je ne voyage plus parce que je vais lui rendre ce qu'il m'a donné. C'est ça que j'appelle des Il n'était pas gentil avec elle. Oui, mais en fait, il n'était pas gentil parce qu'il était en terrain conquis à 50 ans. Mais en réalité, il l'aimait de tout son cœur. La preuve, c'est quand elle est partie. Alors, je peux vous raconter l'anecdote. Elle part une année parce qu'elle lui dit, tu m'as mal parlé. Il lui avait redit, c'est quoi, tu es fameuse, c'est quoi ton plat, encore des courgettes. Un saucisson, un steak. Et alors, donc elle part 1 an, elle revient, et lui, parce que c'est l'honneur d'un homme, il se met à 4 pattes, il sent sous le lit, il dit, ça sent l'homme, t'as un amant. Elle est repartie 1 an. Elle est repartie 1 an à cause de ça. Là, il a tellement souffert qu'elle est revenue pour toujours. Et il était tellement gentil après que ça n'était malheureux parce qu'il ne voulait pas qu'elle parte. Oui, mais du coup, ça l'a presque... C'était trop, quoi. C'était trop comme souffrance. Voilà. Et alors, en tout cas, des soins palliatifs de très bon niveau, quoi. De très bon niveau parce que fait comme ça, avec une personne qui prend sur elle. Qui donne tout. Qui donne tout. Mais Ça, tout le monde n'est pas capable. non, ça veut dire qu'en fait, on a éduqué la génération encore, je vais en reparler, a éduqué les enfants en disant profite de la vie, va au ski, etc. Ils vont leur rendre. Ça veut dire que les personnes qui ont 70 ans, qui vont arriver à 80 ans, leurs enfants leur donneront un super hôpital bien propre, etc. Ils n'auront pas le temps d'aller les voir. Ils vont leur rendre. Parce qu'ils ont semé une éducation où tu penses à ton plaisir avant, ton petit. Alors que l'éducation, c'est tu penses au tien avant. Tu honores ton père et ta mère avant. Et donc, je t'honore de cette façon-là. On sème, on récolte. C'est une génération qui récolte. Elle a semé, par exemple, le divorce, etc. Parce qu'on pense qu'à son plaisir. Mais vraiment, comme ça, comme je le disais, elle récolte l'euthanasie. Il y a une sorte de logique. Hein. Ouais, de toute façon, mais je crois qu'il y a une vraie corrélation avec l'économie. Hein. On est vraiment dans cette notion de rentabilité. Donc on a le même comportement à ce niveau-là. Argent, plaisir, honneur. Puis cette notion de rentabilité, on n'a pas de temps à perdre. Il faut que ça aille vite et bien. Quoi. Et pourquoi au final? Pour rien. Pour rien. Alors, par contre, si, pour une vengeance à faire, une vengeance d'amour, si on peut dire, c'est que cette génération de nos parents qui ont 70 ans, il ne faut pas l'abandonner, justement. Il ne faut pas l'abandonner. C'est une approche terrible, puisque c'est une génération qui n'a pas cette 4e dimension du tout. Du coup, elle n'a pas la 3e. Du coup, elle va vivre atrocement la 2e avec des inhibiteurs du machin, là, puis ça ne va pas marcher. On va lui mettre Hein? c'est ça qu'HTP. Donc, voilà, c'est une respiritualisation. Ah ouais, c'est intéressant d'analyser un petit peu tout ça. Ça permet de bien comprendre, ça permet de mieux comprendre et éventuellement de progresser. Tout à fait. Tout à Est-ce qu'il y fait. a des explications à travers tout ça, des explications, comme vous dites, la guerre a dû fortement... Oui, oui. Enfin, voilà, je pense que l'homme est influencé par son environnement, par toutes ces Bien sûr. l'aspect économique, hein, c'est certain que quand tout va très bien, on a tendance à devenir beaucoup plus individualiste. Enfin, il y a toutes ces notions-là. Voilà. C'est pour ça que je te disais, Olivier, par rapport à la génération en question que j'attaque beaucoup, en fait, j'ai beaucoup de tendresse pour elle, parce que ça se comprend. Oui, oui, il y a de la souffrance. C'est une réaction aux 2 guerres mondiales.
réaction d'adolescent, rejetait toutes les valeurs qui étaient les valeurs de la patrie, mais aussi de la religion, mais aussi de la famille. Parce que c'était Pétain, la famille. Oui, mais enfin, je veux dire, ils ont quand même connu... c'est eux qui ont eu une meilleure période. Ils ont une meilleure... Économiquement parlant. Mais oui, une période géniale matériellement, et ça va être la plus terrible au niveau de la vieillesse et de la mort. Ah bah oui. Parce que la cigale voilà, et ils ont beaucoup d'argent, ils ont l'argent, mais ils n'ont pas l'exemple pour moi, c'est Muriel Robin. Oui, mais non, parce que les pâtes, ils vont leur donner beaucoup d'hygiène, etc. Puis, Muriel Robin, pour moi, c'est le modèle de cette génération. C'est une femme très sensible. Hein. Vous avez vu, elle a fait beaucoup de dépression. Pourtant, elle n'est pas de cette génération, mais ça se trouve, elle était plus jeune. Elle est allée un jour en Afrique, emmenée par une émission. Elle a rencontré des animistes qui adorent le feu, les animaux, etc. Elle en pleurait tellement elle découvrait enfin une spiritualité qui donnait sens à la vie. Et elle revient en Europe, il n'y a rien. Alors qu'en Europe, il y a des religions extrêmement profondes, etc. Mais il n'y a plus. Donc cette personne-là est malade profondément de l'absence de sens à la vie. Et la génération des 68, c'est pareil. Du coup, elle se vote l'euthanasie, etc. Voilà. Donc il y a une vengeance d'amour, entre guillemets, de soin, d'attention, de surtout pas leur rendre ce qu'ils ont semé. Mais malheureusement, c'est fichu, ils vont récolter, parce que c'est trop tard. Les enfants ont été élevés comme ça. Voilà. On a compris des choses ce soir avec Jérémy. Pour la deuxième, donc je peux arrêter la deuxième, on peut regoûter, on peut faire la troisième. J'arrête? C'est vrai? Voilà, comme ça.